Plusieurs journalistes français ont été convoqués cette année à la DGSI pour avoir fait des révélations sur l'emploi d'armes françaises dans la guerre au Yémen, et cela suite à une plainte du ministère des Armées pour compromission du secret défense. Et aujourd'hui, le Washington Post publie les Afghanistan Papers, montrant que le pouvoir politique et le pouvoir militaire américain ont constamment menti au public sur le déroulement de la guerre, sur ses objectifs, sur ses ratés et sur son coût. Deux questions se posent alors: comment concilier le secret défense et la liberté d'informer? Et quelle est la différence entre un journaliste et un espion, sachant que les gouvernements ont tendance à les confondre quand ça les arrange? Pour en débattre, nous avons invité Alain Juillet, diplômé de Stanford. Vous avez fait partie de la première promotion de l'Institut des hautes études de sécurité intérieure. Vous avez été officier dans les paras et au service action, avant de faire carrière chez Pernod Ricard, chez Suchard, ou de devenir patron de Marks & Spencer France. Vous avez ensuite été nommé par Jacques Chirac directeur du renseignement à la DGSE, puis haut responsable chargé de l'intelligence économique au secrétariat général de la Défense nationale. Vous êtes aujourd'hui senior advisor pour un cabinet d'avocats, président honoraire du club des directeurs de sécurité des entreprises. Vous dirigez la revue Sécurité et Stratégie au sein de la documentation française, et vous êtes colonel de réserve parachutiste. Ce secret défense, à votre avis, faut-il le conserver? Faut-il l'oublier? Il n'a plus de sens? Je crois qu'il y a deux choses. D'une part, il n'y a plus de secret. Le secret, c'est uniquement une question de durée. C'est-à-dire qu'un secret va tenir quelques jours, quelques semaines, mais pas plus aujourd'hui, avec tous les moyens qui sont mis en marche. Donc, il faut effectivement repenser et voir dans quoi il faut utiliser le secret défense. Et moi, j'ai une théorie, c'est que on doit utiliser le secret défense quand ça met en jeu la vie des gens. C'est-à-dire que quand il y a une opération en cours, par exemple, et que la révélation peut amener à mettre les gens en danger de mort, alors là il faut savoir faire la part des choses, et on pourra certainement en parler tout à l'heure. Juan Branco, vous êtes avocat, de Maxime Nicole, porte-parole des Gilets jaunes, ou de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. On vous a d'ailleurs vu tous les deux filmer en secret dans les locaux de l'ambassade d'Équateur à Londres. C'était d'après Mediapart pour le compte de la CIA. On vous voit tous les deux derrière moi d'ailleurs. Mais avant cela, vous aviez travaillé au Quai d'Orsay et vous êtes l'auteur de Crépuscule, un pamphlet contre Emmanuel Macron et son entourage, devenu un véritable phénomène de librairie, alors qu'on n'en a jamais parlé ou presque dans les grands médias. Il est désormais en poche au Point-Seuil, et vous sortirez en janvier aux éditions du Cerf un livre sur Julian Assange, actuellement détenu dans une prison de haute sécurité en Grande-Bretagne et qui risque d'être extradé aux États-Unis, où il encourt 175 ans de prison pour espionnage. Alors le secret défense, pour vous, il faut encore en entendre parler ou plus du tout? En tout cas, certainement pas sous la forme actuelle qui consiste à intimider et menacer ceux qui œuvre pour le bien commun, c'est-à-dire essaye de créer de la transparence au sein des appareils étatiques pour dénoncer des crimes ou des malfaçons qui sont mises en œuvre justement en profitant de ces dispositifs de protection du secret et qui permettent la commission d'un certain nombre de dérives et potentiellement dans certains appareils de pouvoir un sentiment d'impunité contre lequel il faut toujours se battre. Donc essayer d'intimider ceux qui se battent pour faire la transparence sur ces méthodes ou pour dénoncer les mensonges des gouvernements, comme c'est le cas des journalistes dont vous parliez, certainement pas. Et je pense que ça montre juste une hystérisation de la part des appareils de pouvoir qui se sentent menacés par cette nouvelle donne technologique qui fait qu'aujourd'hui, on peut amasser des millions de documents en étant un seul individu et les filtrer. Et donc, il y a une sorte de réaction un peu depuis quelques années à nouveau hystérisante, mais qui ne correspond plus du tout à la réalité et qui montre surtout leur impuissance à lutter pour défendre un système qui ne fonctionne plus. En France, on l'a vu, il y a une loi qui a été passée, je pense que c'était sous Sarkozy, pour accroître le secret défense, pour l'étendre à des lieux. Donc c'est plus seulement des informations, des documents, mais des lieux entiers qui devenaient invulnérables quelque part et sur lesquels on ne pouvait plus déposer nos regards pour les contrôler, donc notamment les sièges de la DGSE et de la DGSI. Ça visait à empêcher les juges d'instruction d'enquêter sur un certain nombre de données et d'affaires. Je pense que c'est une dérive qui est encore une fois assez symptomatique de la perte de contrôle de ces appareils de pouvoir qui ne savent plus sur quel pied danser. C'est une dérive, Alain Juillet, pour vous, ou c'est simplement la conséquence de la peur du terrorisme qui fait que certains lieux, effectivement, doivent devenir totalement opaques, que personne étant à l'extérieur ne puisse s'y repérer? Alors, je crois que... Mais tout d'abord, je crois qu'il faut être extrêmement prudent lorsqu'on parle de secret défense, parce que c'est vrai qu'il y a une surutilisation du secret défense, traditionnellement, par les services de l'État, comme par les militaires, alors qu'aujourd'hui, on le voit bien avec les journalistes, avec
tous les gens qui sont embarqués dans les opérations en particulier, ils savent énormément de choses. Hein. Et aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, un secret ne peut pas être protégé très longtemps. Hein. Toutes les opérations qui sont faites, vous venez de parler tout à l'heure des Afghanistan Papers, il y avait beaucoup de choses que nous savions, que les uns ou les autres savaient sur ce qui se passait là-bas, mais même ce qui était caché, à la plupart, maintenant ça sort. Et quand vous regardez toutes les guerres qui sont passées, vous regardez la Syrie, vous regardez la Libye pour parler de guerre française, progressivement les choses sortent. Et on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ce qu'ils nous avaient raconté. Et là se pose un vrai problème, c'est est-ce que lorsqu'on demande, on exige de secret défense pour cacher des choses qui après vont se révéler pas du tout ce qu'on avait laissé penser, est-ce que vraiment on fait œuvre utile? Moi je pense que non. Hein. Par contre, comme je vous disais, je crois que le secret défense est très important pour protéger les gens dans certains cas. Par exemple, la police, là on parlait de la DGSI, vous avez vu qu'hier ou avant-hier, on a annoncé des policiers qui font des missions difficiles en France actuellement. Hein, des policiers ont eu leur adresse qui a été piratée, je dirais, par des gens de l'extérieur, et du coup, ils ont été menacés chez eux. C'est-à-dire que ces gens-là ont vu sur leur porte de leur appartement des menaces de mort. Là, ça commence à devenir très grave, si vous voulez. Et ça, à ce moment-là, celui qui contribue à mettre en danger de mort quelqu'un qui fait son boulot pour le compte de l'État, je crois qu'il faut y réfléchir à deux fois. Mais vous savez bien aussi que les policiers, très souvent, refusent qu'on les voit à la télévision ou dans les journaux, à visage découvert, parce que souvent, ils habitent dans les mêmes endroits. Absolument, c'est bien pour ça. Ils sont obligés de réprimer dans les manifestations. Tout à fait. Donc, est-ce que ça commencerait là? Est-ce que toute photo d'un policier... Ah oui, mais moi, je crois qu'il faut réfléchir, si vous voulez, ce qui a été dit tout à l'heure, je crois qu'il faut redéfinir, en réalité, le secret défense, compte tenu de la réalité d'aujourd'hui, de la réalité du numérique, par exemple. Oui, il y a des images des policiers partout. Bon, alors, le problème est-ce qu'on les met en danger de mort? Moi, j'ai un exemple qui m'a beaucoup j'ai une chose qui m'a beaucoup intéressé, ça a été l'attaque par le GIGN de l'hypermarché Cacher, vous savez, lors des derniers attentats terroristes. Que les télévisions soient là pour filmer l'événement, ça ne me dérange pas. Mais quand on voit les caméras de télévision qui filment la préparation de l'assaut, quand vous savez qu'en face, le terroriste de l'autre côté, il a sur son mobile l'écran de télévision, parce qu'il le voit, et il voit donc les gens qui se préparent à rentrer, ça veut dire qu'on condamne à mort les 2 ou 3 qui vont rentrer les premiers. Sacrée responsabilité. Moi, je pense que sur la question, je crois qu'il faut faire attention. C'est des sujets qu'à mon avis, il faudrait séparer parce qu'on est en train de vivre en France une situation qui est quasi insurrectionnelle quand même, avec une violence très importante, notamment aussi de la part de l'État face aux manifestants, qui se double d'une impunité absolue, c'est-à-dire pas de poursuite judiciaire, pas d'enquête donnée à des juges d'instruction, les enquêtes de l'IGPN qui sont bloquées, des policiers qui ne portent pas le RIO, qui est censé les identifier justement de façon anonyme, qui serait en fait la clé qui permettrait d'éviter ce genre de dérive. Et quand vous avez une partie de votre population qui commence à avoir des actions de cet ordre-là face à la police, il faut que vous interrogiez sur l'ordre dans son ensemble et ce qui fait qu'il y a une volonté de vendetta face à des personnes qui, il y a quelques années, étaient admirées. Et ça, le problème est avant tout politique. L'utilisation de la police par le gouvernement actuellement pour faire opposition aux demandes d'une partie de la population, c'est ça qui provoque cet accroissement de la violence, selon moi, extraordinaire. Sur la question de la DGSI, avant peut-être de revenir à la DGSE, au secret défense en particulier, je pense qu'il y a un problème fondamental, par exemple en France, c'est ce qu'on appelle le blanchiment des enquêtes de la DGSI. La DGSI, juste pour faire la précision, c'est des services intérieurs. Donc en gros, c'est ce qui permet de travailler, par exemple, sur la question de terrorisme en France, à l'intérieur du territoire. Voilà, alors que la DGSE va travailler à l'extérieur. La DGSI, aujourd'hui, par exemple, est le service de police qui enquête judiciairement sur les questions de terrorisme, par exemple, mais aussi sur la question de l'ultra-droite, de l'ultra-gauche, etc., mais aussi en tant qu'organe de renseignement. C'est-à-dire que les limites que la loi fixe au travail en tant que police judiciaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre n'importe qui sur écoute, vous pouvez pas, il y a des cadres spécifiques pour respecter les règles individuelles, sont contournés de façon systématique par la DGSI, par son travail de renseignement, pour après blanchir, c'est-à-dire ils font des notes blanches qu'ils donnent aux magistrats, aux procureurs, ou qu'ils ne versent pas aux enquêtes, qui permettent d'orienter leurs décisions sans que ces éléments soient accessibles à la défense. C'est quelque chose qui peut sembler technique, mais qui est une sorte de contournement de la règle du droit sur lesquels il faut régler. Si la DGSI n'a pas assez de moyens d'enquête aujourd'hui dans la loi, il faut changer la loi. Il ne faut pas lui autoriser ce double rôle d'enquête et de renseignement, d'enquête judiciaire et de service de renseignement. Et moi, je pense que c'est un problème qui s'applique à la DGSE aussi. Aujourd'hui, la DGSE, quand elle considère qu'elle est trop limitée par la loi pour enquêter sur telle ou telle personne, parce qu'elle n'a pas droit à telle ou telle interception qui ne lui est pas donnée, elle va utiliser
ses relations avec des services secrets, notamment des États-Unis, pour avoir accès à leurs propres interceptions, pour notamment pouvoir espionner des Français, ce qui n'est pas autorisé théoriquement. Et ce contournement de la règle de droit fait qu'il est très difficile aujourd'hui, en tant que citoyen, d'être protégé face aux excès et aux abus potentiels de la part de ces agences. Et donc on a en fait une architecture juridique qui n'est plus du tout en fait en phase avec les pratiques existantes et qui font que les règles de droit, aujourd'hui, on ne peut pas savoir si elles sont applicables ou non. Et ça pose une question plus large, mais bon, sur la question de la dépendance aujourd'hui, notamment de la DGSE, mais des services secrets français en général, par rapport à ce que moi j'appellerais une forme d'impérium américain, c'est-à-dire son intégration au sein de l'espace géopolitique dominé par les États-Unis, qui font qu'aujourd'hui, on a une sorte d'interconnexion massive qui fait qu'on a une autonomie en fait, d'action relativement faible, et voire sur certains terrains, on est obligé de travailler avec eux et de partager des informations, voire de dépendre des informations qu'ils nous donnent, ce qui avait été le cas notamment dans l'opération Denis Alex, où on avait eu droit aux informations qui avaient été données par les États-Unis pour aller tenter de le libérer, oui. Mais ces informations, comme elles n'avaient pas été suffisamment complété sur le terrain, on s'est retrouvé face à des obstacles qui n'étaient pas prévus et ça a provoqué un échec qui a coûté cher à la maison. Alors, plusieurs questions. Première question. Pas tout à fait d'accord avec vous, enfin bon. Justement, première question, Alain Juillet. Est-ce que la DGSI et est-ce que la DGSE outrepasse la loi Non, je crois que c'est une vision un peu simple, excusez-moi, hein, mais un peu simpliste du problème. Parce qu'en réalité, vous prenez la DGSI, par exemple, il ne faut pas confondre ce que le processus d'enquête judiciaire dans lequel on applique rigoureusement la loi, d'autres équipes de la DGSI qui font d'autres activités et qui peuvent, dans le cadre de leurs autres activités, bénéficier d'informations par d'autres moyens et qui peuvent être transmises, effectivement, alors là, oui, dans le dossier. Mais ce ne sont jamais ceux qui sont chargés des enquêtes judiciaires qui vont faire ça. Donc il faut bien différencier ces deux. Il ne faut pas bien différencier les gens, les rôles, si vous voulez, en fonction des métiers, en fonction des activités. Quand vous faites une enquête judiciaire sur un problème complexe, bon, il se trouve que d'autres gens travaillent sur un autre problème, mais récupèrent des informations qui semblent intéressantes. C'est plutôt intéressant qu'ils les transmettent. Donc je crois qu'il faut faire la part. Bon, en ce qui concerne... Alors ensuite, il y a un deuxième élément qui a été évoqué, qui est important aussi, c'est de dire la collaboration entre les services. Il faut faire très attention là-dessus. Parce qu'on a effectivement tendance à croire que la DGSE, certains disent que c'est complètement inféodé à la CIA américaine ou à la NSC américaine. Alors, c'est méconnaître totalement les relations entre les services secrets. Ça, c'est vraiment, en réalité, on est à l'opposé de ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de collaboration. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange. Sur l'antiterrorisme, c'est évident qu'il y a une collaboration internationale qui s'est faite parce que tout le monde avait peur, tout le monde était inquiet, tout le monde avait besoin d'informations. Et quand ça a démarré, les grandes vagues depuis les années 2000, eh bien, on a vu une collaboration qui s'est faite entre tous les pays, y compris les Russes, y compris les Chinois. Tout le monde s'y est mis. Donc il y a une collaboration générale, parce que quand il s'agit de prendre des gens qui sont des dangers publics partout où ils sont, il n'y a pas d'hésitation à avoir, tout le monde collabore. Tout simplement parce que tout le monde a le même ennemi. Ou les mêmes exactement, ennemis. Donc tout le monde collabore, il n'y a pas de problème là-dessus, et ça marche. Et ça marche, mais par contre, il y a toujours une extrême méfiance de la collaboration entre des services de renseignement pour les autres problèmes, parce qu'on se méfie toujours en pensant que les autres peuvent vous manipuler. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde où, vous l'avez été rappelé d'ailleurs, il y a beaucoup de manipulation. Donc, si quelqu'un vous dit « moi, je sais ça », la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de m'entraîner sur un truc parce qu'ils veulent que moi, je règle un problème qu'eux ne sont pas arrivés à régler? Donc, on est dans un système dans lequel il faut faire très attention. Hein. Alors, ça n'empêche pas la collaboration, c'est ce que je vous disais. Mais pensez bien que, par exemple, on parlait de l'affaire de Somalie, enfin du Français qui a été tué en Somalie. Bon, il n'y a pas eu que des renseignements américains. Il y avait des renseignements français, il y a des renseignements américains. Il y en a eu aussi d'autres pays, y compris des pays d'ailleurs du Moyen-Orient, hein, qui ont eu des informations qui les ont passées. Bon, le problème pour les Français, c'était de récupérer toutes les informations possibles pour tenter l'opération de récupération qui a échoué, comme vous l'avez rappelé. Et quand vous dites, Alain Juillet, qu'on n'est pas inféodé et que c'est même le contraire, c'est parce qu'on a peur d'être manipulé, justement, que l'on se méfie, y compris de nos alliés? De plusieurs choses. Oui, d'une part, parce que dans le passé, c'est vrai qu'il y a des fois où on s'est fait complètement manipuler, il faut bien le dire. Hein. Des fois où ça n'a pas marché, mais des fois où, par contre, on s'est fait complètement manipuler, et on l'a su qu'après.
Donc, si vous voulez, on s'en souvient. En général, les gens, ils s'en souviennent. Il y a une méfiance. Hein. Donc, les gens se souviennent de ce qui s'est passé et disent « je ne me ferai pas avoir une deuxième fois ». Mais il peut y avoir aussi le fait que vous avez en face de vous des gens qui ont de mauvaises informations. Parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier. On a toujours tendance à croire que les services, ils savent tout. Moi, j'entends souvent ça, hein, les services savent tout, surtout. Ce n'est pas vrai du tout. Si c'était ça, oui, ça serait... Alors là, on serait dans un autre monde. Mais ce n'est pas ça. On recueille des quantités d'informations, mais il y a des trous dans le dispositif, il y a toujours des trous, et puis il y a des informations fausses. Hein. Les gens oublient toujours qu'à peu près 20% de tout ce qu'on entend ou lit tous les jours est faux, en moyenne. Hein. Ouais, c'est à peu près la norme. Bon. Ce qui est énorme, si vous voulez. C'est-à-dire qu'une information sur 5 qu'on entend, elle n'est pas vraie. Pour différentes raisons. Hein. Je ne dis pas que c'est une manipulation haute, mais c'est une mauvaise information, une incompréhension, une manipulation, ou ce que vous voudrez. Alors le résultat de ça, quand vous vous trouvez avec... c'est que vous avez une masse d'informations. Il faut commencer à sélectionner les bonnes par rapport aux fausses. C'est déjà pas si facile. C'est le problème des analystes. Eh oui, c'est le problème des analystes. Alors quand ça vient de services étrangers, il va falloir quand même que vous arriviez à vérifier que ces informations qu'on vous donne, elles sont probablement vraies. Pas évident. Et l'expérience a montré ces dernières années qu'on s'est fait enfumer, les Français comme les autres. Hein. On s'est fait littéralement enfumer par d'autres services. Écoutez, il y a des questions. Quand on voit ce qui s'est passé sur certaines guerres en particulier, sur la Syrie par exemple, ou sur la Libye d'ailleurs, hein, on voit bien qu'à certains moments, les Français n'ont pas eu les bonnes informations. Ça, c'est une évidence. Ouais, je serais moins optimiste sur la question de l'autonomie stratégique au sens large qu'on a aujourd'hui par rapport à l'appareil de sécurité en général et de renseignement peut-être en particulier états-unien. Je pense qu'on l'a senti quelque part sur l'affaire, les révélations auxquelles j'avais participé de l'espionnage qui était révélé par Wikileaks des présidents américains, présidents français, mais aussi des principaux contrats auxquels participaient les entreprises françaises au-dessus de 250 millions d'euros, etc., accompagnés de la révélation du centre d'espionnage qu'il y avait au-dessus de l'ambassade américaine, donc à 50 mètres de l'Élysée. De façon générale, les moyens que l'on a pour contrer l'influence états-unienne aujourd'hui et la priorité que l'on donne au fait de préserver notre autonomie à leur égard, je pense aux effectifs de la CIA à Paris, qui sont estimés à peu près à 150 personnes, alors que la DGSI a 4 agents apparemment, entre 4 et 5 agents en charge d'essayer de lutter contre eux. Le siège de la CIA lui-même à Paris, qui est situé au 14 boulevard Haussmann, c'est-à-dire dans le bâtiment du Figaro, entre des étages du Figaro. Je veux dire, c'est qu'on laisse passer ce genre d'éléments sans à aucun moment avoir une réaction. Alors évidemment, on répond... confirmez ça? C'est vraiment l'agence de la... Non, moi je ne confirme pas ça. Je dis, par contre, ce qui est certain, parce que ça, c'est, si vous voulez, n'importe qui peut le voir, on le sait bien, c'est que l'ambassade des États-Unis, elle est située juste à côté de l'Élysée, et que ça a été dit par Snowden, par Assange, par tous les autres, hein, ils ont écouté les portables de tous les présidents de la République française. Hein. Et l'argument qu'on donne, c'est nous aussi, on espionne, etc. Oui, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, si vous voulez. Mais je vais être plus direct même, si vous voulez. Quand on vous dit « Ah ouais, les Français font pareil », il ne faut pas confondre la puce avec l'éléphant quand même. Bien sûr, c'est ça. Hein, et c'est là, regardez les budgets, regardez les effectifs. Et on met en équivalence les deux, et on ne sera jamais en capacité de les concurrencer en jouant à ce jeu-là. Ça dit l'attention vos crimes, le fait qu'on n'ait pas les moyens de faire autrement. Parce que du coup, on a tout intérêt. Mais je vais vous dire, mais soyons objectifs, si vous êtes en négociation avec un pays étranger et si vous avez l'occasion d'avoir une information sur ce que pense le président ou ce qu'il va vous dire, ça vaut de l'or. Il faut être honnête. Donc sur le plan purement de l'espionnage, il est évident qu'une bonne information va permettre d'aider énormément la négociation, les négociateurs et autres. Mais, ceci étant, il faut pouvoir le faire. Et puis, il ne faut pas se faire prendre. Et donc on a tout intérêt... Et ça, c'est toute la difficulté. Et justement, de par cette asymétrie de moyens, on a tout intérêt à rentrer en résistance par rapport à ces méthodes, à les dénoncer, notamment les méthodes de surveillance de masse qu'on essaye d'imiter au sein de la DGSE, qui a des moyens techniques de plus en plus importants. Mais on aurait tout intérêt, au contraire, à tenter non seulement d'inventer un autre modèle, mais surtout de dénoncer, parce que ça peut être en plus, on peut très bien avoir une diplomatie qui soit très offensive sur ce sujet, tout en ajustant nos pratiques sur le long terme, c'est-à-dire pas nécessairement renoncer aux armes qu'on pourrait... Et là-dessus, il y a une sorte de tétanie de la diplomatie française et de général des politiques étrangères françaises. Et j'en finis juste sur ces révélations. Donc on a quand même Julian Assange et Wikileaks qui ont le courage impressionnant, c'est-à-dire de révéler des documents qui
enfin, qui peuvent les mettre à mort, enfin, le simple fait de détenir des documents comme ça, et qui nous rendent un service réel, et que la France, qui est quand même la 6e puissance mondiale, c'est pas l'Équateur qui a 85 puissance mondiale, qui avait pris ce risque-là, n'est pas un geste de se dire on va l'accueillir, on va le protéger, ne serait-ce que symboliquement, c'est-à-dire ou même juste pour envoyer aux États-Unis une sorte de pichenette en disant bah voyez, vous nous provoquez de cette façon, bah, on va vous montrer en retour qu'on est capable de résister. Je trouve qu'il y avait là une sorte, et il y a encore aujourd'hui un affaiblissement très fort de la capacité de la France à prendre une sorte de distinction par rapport à cet allié avec lequel on est très souvent un peu trop en appui. Alain Juillet, en tant qu'ancien directeur du renseignement des DGSE, comment vous voyez quelqu'un comme Julian Assange, vous ? Je pense que pour son pays, c'est un traître, mais pour nous, il est très intéressant. Sachant qu'il n'est pas américain, en plus. Non, mais quand je dis pour les États-Unis. Pour les États-Unis, c'est un traître, puisqu'il a pris des informations qui étaient considérées comme secrètes et il les a diffusées. Alors, je suis d'accord avec vous que ça... Mais sur le plan, par contre, des autres, nous comme les autres, c'est très intéressant de savoir, de découvrir un certain nombre de choses. Quand vous découvrez, par exemple, les écoutes qui ont pu être faites sur les uns sur les autres, les montages qui ont pu être faits, c'est très intéressant. Non seulement en tant qu'information directement, mais c'est très intéressant aussi parce que ça montre les techniques utilisées ou les méthodes utilisées. Hein, c'est comme là maintenant, les Afghanistan Papers qui viennent de sortir. Ce qui est très intéressant, au-delà de ce que vous le disiez sur le fait qu'on s'aperçoit que régulièrement on nous a raconté n'importe quoi. Comme sur le Vietnam. Comme sur le Vietnam, comme sur toutes les guerres. Toutes les guerres qui sont passées depuis la Corée, le Vietnam, l'Indochine, la Libye, l'Algérie, partout, il y a toujours une part de faux ou une part de non-dit. Ça, c'est classique, parce qu'on ne va pas vous dire ça va très mal, on est en train de perdre la guerre, on a eu des pertes considérables. On vous arrange toujours ça pour que ce soit positif. Ça, c'est clair. Donc, on le sait très bien. Ces manipulations, je dirais, militaires, font partie des règles du jeu. Et l'analyste, comme vous le disiez tout à l'heure, lui, son rôle, c'est justement de décoder ça en disant attends, ils nous disent ça, mais derrière, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui nous montrent... C'est le rôle du journaliste aussi. Mais absolument. Mais pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est le titre que vous disiez tout à l'heure. Moi, je considère que c'est le même métier. Journaliste et espion. Ah oui, moi, je considère que c'est le même métier. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, le journaliste peut aller plus loin que l'espion. C'est plus facile. Oui, mais visiblement, pour les Américains, il encourt la même peine. Que ce soit Manning ou Snowden, qui travaillaient pour le gouvernement, sont considérés comme des traîtres. Et on peut le comprendre. Mais Julian Assange, qui lui ne travaillait pas pour le gouvernement et qui n'est même pas américain, est considéré comme un espion. Oui, mais là, il est considéré comme un espion. Donc on voit bien, on arrive à des... Mais c'est un peu ce que je crois tout le monde se rend compte, c'est qu'on arrive à un moment... Les métiers de l'information, parce que c'est ça en définitive. Là, l'espionnage, c'est un métier d'information. Vous faites de l'information, vous cherchez de l'information. Par des moyens qui sont légaux et illégaux. C'est la différence avec le journaliste, je dirais classique. Parce que les journalistes d'investigation, ils emploient froidement les moyens illégaux aussi. Donc là-dessus, il ne faut pas se leurrer. C'est pour ça que je dis, moi, entre un journaliste d'investigation, et j'en connais un certain nombre, et des agents des services de renseignement, j'avoue que je ne vois pas la différence. Sauf que les uns travaillent pour le public, le grand public, et les autres pour des... Voilà, et seulement bien pour sûr, alors après, c'est pour... Et c'est la donnée essentielle, c'est-à-dire qu'à un moment, dans des systèmes démocratiques ou à velléité démocratique, il y a un moment où la transmission de l'information et non pas l'accaparement de l'information au sein d'une structure étatique qui s'autonomiserait du reste de la société est essentielle. Et cette fluidification est très importante parce que sinon, typiquement, le travail qu'avait fait Disclose sur le Yémen permettait de montrer que le discours porté à l'époque par l'autorité politique, la ministre des Armées, ne correspondait pas à la réalité. Et ce sont les journalistes de Disclose qui ont été donc en soi, c'était un travail d'intérêt général qui était incontestable. Et l'utilisation de l'appareil sécuritaire par le gouvernement pour intimider ces journalistes, c'est un acte politique. C'est une instrumentalisation politique d'un service de renseignement qui est censé être au service de l'État, mais pas des intérêts du gouvernement en question. Et il est très difficile de voir quels intérêts il y avait pour l'État à défendre le masque qui est établi sur la guerre au Yémen à cette période. Et quelques années auparavant, deux journalistes de Mediapart avaient été convoqués de la même manière, mais à l'époque, on leur reprochait d'avoir dénoncé les complaisances de l'État français envers et que l'appareil d'État surveille les sources de ces journalistes. Mais c'est-à-dire que l'appareil d'État cherche à se protéger de fuites, c'est une chose, mais qu'ils aillent s'attaquer aux journalistes, là, on rentre dans une dimension qui est absolument inacceptable. À mon sens, c'est vraiment une utilisation, encore une fois, de l'appareil sécuritaire à mauvais escient et franchement dénonçable. Mais
pour aller d'une certaine manière, pas totalement, mais pour aller dans votre sens d'une certaine manière, on est face à ce problème de la volonté d'appliquer des règles de secret très strictes à des choses dont on sait pertinemment qu'elles ne resteront pas longtemps secrètes. À partir du moment où on met un canon César, pour reprendre l'exemple du Yémen, il y a un canon français vendu par les Français, un canon donc César, vous savez, c'est le meilleur canon, paraît-il, de moment, bon, qui est en Arabie Saoudite et qui tire au Yémen. Bon, il y a ceux qui vont vous dire, puisqu'il est en Arabie Saoudite, je ne suis pas coupable, donc on peut le montrer, ça n'a aucun problème. Ah oui, parce qu'on peut le dire aussi. On peut dire, il intervient peut-être de l'autre côté, mais l'arme reste chez nous. Nous, on a vendu une arme aux Saoudiens pour qu'elle reste chez eux. Elle est chez elle, donc on est rempli notre contrat, il n'y a pas de problème. C'est donc une arme défensive. Donc une arme presque défensive. Donc je défends mes troupes qui sont de l'autre côté. Bon, c'est spécieux, hein. Non, mais attendez, mais je sais ce que je dis. Hein. Je dis c'est parfaitement spécieux. Mais on peut aussi bien dire ça que de dire mais non, vous êtes impliqué dans la guerre parce que regardez, votre canon, en réalité, il met des obus à 30 km, à 15 km de là, sur des cibles. Sur des cibles. Ça doit pouvoir être débattu publiquement. Et moi, monsieur, alors vous dites, et moi je dis, de toute manière, comment on a pu penser que ce genre de choses ne serait pas connu très rapidement par quelqu'un? Parce qu'il y a toujours un journaliste ou quelqu'un qui ne sait pas, ou autre, qui va dire, mais tiens, j'ai vu ça là. C'est pour ça que j'ai dit, moi, mon problème, c'est que je dis, le secret défense, qui est appliqué en général dans la plupart des pays, tient de moins en moins la route dans la durée. À partir de ce moment-là, il faut repenser. Il faut repenser le secret. Alors on va repenser, mais juste après une pause. On reprend notre débat sur le secret défense avec Alain Juillet, ancien directeur du renseignement à la DGSE, et avec Juan Branco, qui est avocat. Si le secret défense est une sorte de jeu de dupes, au fond. Plus personne n'est dupe, mais on continue de jouer, de faire semblant. On sait que les gouvernements nous mentent quand il y a une guerre, mais on continue de mentir et d'interdire, en fond, aux journalistes de révéler qu'on est en train de mentir, parce que ce serait atteindre au secret défense. Là, il y aurait un jeu de dupes. Alors vous dites qu'il faut le repenser, ce secret défense. De quelle manière, Alain Juillet? Je crois qu'il faut repenser entre les journalistes, et les États, parce que c'est un problème qui n'est pas seulement français, c'est un problème général, bien sûr. Il faut repenser les relations qu'on a entre les deux, compte tenu des nouveaux médias, compte tenu des nouvelles pratiques journalistiques, parce qu'on ne peut plus continuer, effectivement, à jouer au chat à la souris, alors que, invariablement et très rapidement, les uns et les autres vont être parfaitement au courant de ce qui se passe. Donc, il faut trouver une formule dans laquelle on puisse se comprendre, et je crois personnellement que simplement il faut trouver, sur certains points très précis, il faut en discuter avec les journalistes pour dire écoutez, vous êtes tenté de faire un scoop, mais là, et moi c'est la question de la vie humaine qui est en jeu. Pour moi, c'est ça qui est essentiel, c'est que s'il y a la vie de quelqu'un qui est en opération, qui est en jeu, vous devez éviter de le dire, en tout cas pendant la période où sa vie est en jeu. Hein, on vient de l'évoquer. Si vous dites, par exemple, il y a eu dans une attaque terroriste il y a quelque temps, il y avait quelqu'un qui était planqué dans la maison et qui, avec son téléphone, donnait des informations. Il y a un journaliste qui, sur l'antenne, a dit écoutez, on sait ce qui se passe à l'intérieur parce qu'on a quelqu'un qui nous téléphone. Mais c'est de l'assassinat. C'est arrivé récemment, mais tout à coup j'ai un doute. Il me semble que c'était un candidat à la Maison-Blanche qui a révélé que telle femme était une agente de la CIA. Oui, bien sûr. Valérie Plem, quand ils ont dénoncé une agente de la CIA... C'était une opération de vengeance, d'ailleurs. C'était une opération... La fille était une agence en plus clandestine, donc vraiment c'était... Elle était sous couverture. Elle était sous couverture. Et elle a été dénoncée par le président des États-Unis pour se venger de son mari qui avait, lui, expliqué une opération sur l'uranium au Niger. Donc, c'est très grave. Et là, pour moi, il y avait une procédure d'impeachment, pour prendre le terme à la mode avec les Américains, parce que c'est une véritable trahison, car on met en jeu la vie de quelqu'un qui, évidemment, elle, fait son boulot, on le met en jeu. C'est pas normal. C'est ça. Et là, je crois, même unique, je crois. Moi, c'est la question sur laquelle que toujours on doit se poser. C'est dire, bon, si vous dites... je me souviens, moi, il y a très longtemps de ça, mais
il y avait des opérations qui étaient faites en Afrique, par exemple, et il y avait toujours certains journalistes, parce qu'ils étaient bien informés, comme on dit, annonçaient le début de l'opération alors qu'elle n'avait pas encore commencé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en face, s'ils écoutaient, ils se mettaient en alerte. Si on se met en alerte, ça augmente le risque pour les vies humaines. Qui sont en jeu. Donc c'est ça, moi, la partie qui est... Mais le problème, c'est qu'on peut l'élargir et dire que, en fait, tout ce qui consisterait aujourd'hui à douter, comme on l'a fait sur la guerre en Afghanistan. Oui. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que, évidemment, comme on pouvait s'y attendre, ils ont menti. Oui, mais justement, c'est là où il faut qu'on admettons trouve... qu'on fasse le même travail sur notre guerre au Mali ou oui. sur notre présence en Centrafrique ou au Tchad. On peut parfaitement dire aux journalistes, attention, en remettant en cause oui, mais vous notre présence dans ces pays-là, non pas dans un but démocratique ou pour lutter contre le terrorisme, mais pour soutenir des dictateurs, vous mettez en danger les soldats français qui, eux, n'y peuvent rien. Et qui mais il ne faut pas non plus, si vous voulez, si vous trompez votre monde, vous n'allez pas le tromper 2 ou 3 fois. Une fois, vous allez tromper les gens, mais pas 2 fois. Le journaliste, il comprend, il vous m'a pris pour une bille, vous m'avez pris pour un imbécile, la prochaine fois, c'est fini, je ne respecterai pas le pacte. Donc, il y a aussi ça, si vous voulez, c'est un donnant-donnant. Il faut aussi laisser les journalistes faire leur travail, parce que si vous interdisez tout, vous n'arriverez à rien. Il y a eu d'ailleurs des débordements graves. On pense à tel ministre de l'énergie libyen qui a été retrouvé noyé dans les eaux du Danube à Vienne, suite à une affaire qui pourrait être liée à des questions de corruption et de rétrocommission en Libye. Je veux dire, est-ce que là aussi, à nouveau, les services de sécurité de notre pays ont été utilisés à des fins politiques? On voit aussi à quel point, si l'on crée un secret qui est invulnérable, la porte est ouverte à toutes les instrumentalisations et surtout à des manipulations qui peuvent être coûteuses, y compris en termes de vie humaine. Et à partir de là, par exemple, quand on voit la situation dans laquelle se retrouve Julian Assange, pardon d'insister, mais c'est quand même important. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui s'est contenté de révéler des mensonges qui ont été commis à des échelles massives, qui ont provoqué des pertes de vie humaines par milliers, et qu'on laisse une persécution s'installer pendant des années et des années, avec maintenant un écrasement de l'individu qui vise symboliquement en fait, à faire peur. Parce qu'il y a, quand ces journalistes sont convoqués à DGSI, par exemple, dans le cadre de l'affaire française, c'était des personnes qui venaient de créer un média. Et leur première révélation, c'était ce document dont je ne sais plus si c'était secret défense ou confidentiel défense, parce qu'il y a des hiérarchies avec une échelle pénale qui change selon la lourdeur du secret qui est appliqué. C'était une façon de leur dire, maintenant vous arrêtez, parce que si vous... En gros, c'était une façon d'essayer de faire fermer ce média avant qu'il devienne particulièrement gênant pour le pouvoir en question. Mais le rôle des médias, c'est important. Un média comme Bellingcat, qui tout d'un coup a révélé le rôle du GRU dans un certain nombre d'opérations, donc le service d'espionnage russe dans un certain nombre d'opérations en Europe, il y a de fortes chances que ce média soit en fait un faux nez de services de renseignement qui s'en servent pour faire circuler des informations dans l'espace public. À la limite, vous savez quoi, ça permet de fluidifier, en fait, c'est ce que disait Julian Assange, il disait, et si c'était la Russie qui m'avait envoyé les informations sur l'affaire Clinton, si vous aviez raison, écoutez, la meilleure riposte que pourraient donner les États-Unis, c'est de faire exactement pareil au sujet de Poutine. Et à terme, en fait, tout le monde sort gagnant dans le sens des populations qui ont une plus grande transparence sur ces appareils de pouvoir. Donc ces fuites, à terme, théoriquement, permettent, si on sort du jeu interétatique, permettent d'améliorer la situation générale parce qu'elles permettent d'avoir pour les populations une meilleure compréhension de la façon dont les appareils de pouvoir fonctionnent contraire. Alors à court terme, il y a des effets opportunistes qui peuvent servir tel acteur ou tel autre acteur, mais à long terme, je pense que cette transparence est extrêmement bénéfique pour l'ensemble des populations. Et je pense qu'il faut défendre cette possibilité justement de faire fuiter et de montrer aussi, ça peut être dans les deux sens. Donc par exemple, là, on a révélé que ces mêmes agents de la GRU avaient une base arrière en Haute-Savoie, à Chambéry, à Genève, et que c'était les agents tueurs du GRU, donc qui faisaient des opérations d'assassinat dans toute l'Europe. Vous imaginez oui, alors là, quand on commence comme ça, je me dis, c'est certainement un service qui a fait fuiter au monde auprès d'un journaliste qui se dit... Quelques jours avant la visite de Poutine à Paris. Ça tombe trop bien. Voilà, ça serait, en temps normal, j'aurais dit pourquoi pas. 8 jours avant la visite de Poutine à Paris, c'est clair et c'est signé. Voilà. Et en même temps, là où ils ne se rendent pas forcément compte, donc les services qui font fuiter, notamment si c'est les Français en effet, c'est l'effet d'humiliation quand même pour les services secrets français qui ont laissé s'installer cette base arrière en Haute-Savoie pendant des mois. Donc je veux dire, si vous voulez, vous avez tout à fait raison. Dans une affaire comme celle-là, l'histoire de la dénonciation donc des Russes, des agents russes qui se rendent en Haute-Savoie et qui a travaillé sur toute l'Europe.
on voit bien que 8 jours avant l'arrivée de Poutine, ça, évidemment, c'est pour provoquer une réaction contre Poutine, mais c'est aussi, ça fait passer les Français pour des imbéciles, comme vous l'avez dit. Donc, en définitive, c'est un formidable, une belle manipulation, puisque, en définitive, on fait passer à un journal français une information qui est reprise, évidemment, parce qu'il se dit c'est un scoop, mais qui, en réalité, tape sur les Français, tape sur les Russes. Bravo. Et donc, joli coup, à 8 jours de trucs, c'est une manipulation réussie. Et ça, c'est important pour nos spectateurs aussi, parce qu'il y a toujours une naïveté par rapport à comment l'information arrive dans le journal, et on est prêt même à idolâtrer souvent les journalistes qui réussissent. Il faut avoir conscience que c'est des outils au service de ces appareils sécuritaires très souvent, et que derrière le scoop incroyable qui permettrait aux journalistes de prétendre qu'ils sont les défenseurs de la liberté, etc., il y a tout simplement un intérêt qui a permis de nourrir cet appareil, et dans le même sens, des censures qui peuvent intervenir de façon plus ou moins douce, en disant, par exemple, moi j'ai une affaire au Monde, qui continue à nier depuis, mais quand j'avais enquêté sur l'affaire Uramine au Centrafrique, de ce que m'a expliqué quelqu'un qui est très bien introduit au Monde, j'ai fini par le publier au Monde diplomatique parce que le Monde l'avait bloqué, et de ce que m'a expliqué un Philippe Vasset, qui connaît assez bien ces milieux-là, il m'avait dit, écoutez, il y a quelqu'un de la DGSE qui avait fait croire à la direction du Monde que vous étiez manipulé par les Russes. Et que du coup, ce n'était pas très opportun de faire publier ce document-là. Donc, l'espace informationnel... Oui, attendez, là, juste... Je ne sais pas, je connais pas l'histoire, mais juste pour dire aussi, parce qu'il faut faire attention, c'est que les journaux, au-delà du travail des journalistes, ils ont aussi une ligne éditoriale. Oui, bien sûr. Et que si vous amenez un scoop qui n'est pas dans la ligne éditoriale, la plupart des journaux ne le publient pas. En l'occurrence, là, Le Monde en particulier, on le sait bien, mais ce n'est pas une critique du Monde. Et le Monde ne se gêne pas, il sélectionne les scoops qui vont sortir et ceux qui ne sortira pas. Mais en l'occurrence, ce qui était marrant sur cette affaire, c'est que l'article était maquetté par Serge Michel. Dans cette affaire-là, ce qui était intéressant, c'était que vraiment, on traçait la... Et donc, juste de façon générale, pour qu'il n'y ait pas de naïveté par rapport à l'espace informationnel, y compris en démocratie, les informations qui nous arrivent ne sont pas systématiquement. Parfois, il y a des vrais travaux d'enquête de journalistes qui réussissent à sortir des informations, mais il faut toujours essayer de s'interroger à ce niveau-là. Cela dit, a priori, on se dit aujourd'hui, bah oui, après tout, il est normal que les journalistes informent et quel que soit le résultat de leur investigation, ils doivent la publier au mépris des règles du secret défense, et tant pis s'ils sont convoqués ensuite à la DGSI. Mais enfin, il y a des cas où ça nous choquerait, évidemment. Il suffit de rappeler, je ne sais pas moi, l'opération Fortitude, qui consiste pour les Anglo-Américains à faire croire qu'ils vont débarquer au Pas-de-Calais et non pas en Normandie, afin de tromper les Allemands, et qui continuent d'avoir le gros de leurs forces au nord de la France et pas en Normandie. Et ça a marché, d'ailleurs. Ils avaient même réussi à les persuader que le général Patton allait commander ce débarquement, qui n'aura jamais lieu, en réalité. C'est évident que des journalistes qui découvrant ce scoop, le publieraient à l'époque. Bon, à l'époque, il y avait la censure, donc c'était simple. Ce serait jamais sorti. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de censure possible avec Internet. Il y a eu le Fortitude, donc c'est un cas qui s'est passé dans les années 40, en 1944, avant le débarquement, pour convaincre, comme vous le disiez, les Allemands qu'on allait débarquer ailleurs. Ça a été une formidable opération. Ah oui, avec des tentes gonflables. Oui, il y a eu des tentes gonflables. Il y a eu un officier un faux officier qu'on a lâché, un cadavre qu'on a fait dériver d'un sous-marin avec une sacoche où il y avait des papiers secrets. Enfin, c'est incroyable leur truc. Mais on l'a vu dans les Balkans aussi. Dans les Balkans, l'OTAN a donné des informations dont maintenant nous savons qu'une partie était totalement fausse. Mais comment voulez-vous le savoir? Et on peut se faire instrumentaliser au plus haut niveau. On se fait instrumentaliser et tout le monde y croit. Moi, je me souviens... Mais quand bien même on n'y croirait pas, moi, journaliste, j'aurais le scoop que ce sont des tanks en plastique. Oui, mais c'est là où à se dire... Bon. Mais là, il y a guerre et puis il y a censure. Je crois que si on est véritablement en guerre, si vous voulez, on a vraiment voté la guerre. Parce que c'est ça. On est en guerre dans un pays quand le Parlement vote la guerre, pas autrement. En France, le président peut décider qu'il y aura la guerre, mais ce n'est pas tout à fait la guerre. Mais c'est pas... Normalement, il devrait faire approuver ensuite. Bon. Pour la déclarer, oui. Pour la déclarer. À partir du moment où on a déclaré la guerre, là, normalement, on devrait effectivement... Les journalistes devraient, parce que pour les raisons que vous avez évoquées, dans certains cas, on devrait pouvoir discuter avec eux en leur disant... Je vais te dire la vérité, parce que moi, c'est ça mon truc. Je pense qu'il faut dire, je vais te dire la vérité, mais tu ne la sortiras pas. Il y a un embargo, comme on le fait pour les nouvelles dans les journaux d'ailleurs. Il y a un embargo jusqu'à tel jour pour la publication. On leur dit, écoute, tu ne peux pas le dire maintenant, parce que ça, mais dans 8 jours ou dans 15 jours,
tu pourras le publier, et là, tu seras le premier à pouvoir publier l'information. Là, ça pourrait... Mais en cas de guerre, hein, parce que là, il y a des motifs, si vous voulez, qui font que tout le monde a quand même un intérêt commun. Mais lorsqu'on n'est pas en guerre, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Au Mali, on est en guerre ou on n'est pas en guerre? Elle n'a pas été déclarée, mais on est en guerre. On est quand même en guerre. Mais on est en guerre, oui, mais enfin, on est en guerre... Faut faire attention. Mais moi, si un journaliste, au contraire, avait découvert qu'une partie de cette opération, y compris avait été montée, on n'a pas à le silencier. C'est-à-dire qu'après, il faille contourner, trouver d'autres moyens de manipuler l'opinion, etc. Mais s'attaquer au journaliste qui a réussi à débusquer un mensonge, c'est déjà faire preuve d'une faiblesse morale, en fait, en quelque sorte. Oui, enfin, au cas de guerre, vous imaginez bien. Là, si on prépare un débarquement en Normandie... Il faut être plus efficace. Voilà. Le journaliste... vous voyez ce que je veux dire. Alors la réponse... La seule vraie réponse, c'est, en définitive, c'est de dire ceux qui montent ça doivent penser que les journalistes vont tout faire pour le savoir. Donc on doit monter des faux nez, des écrans, et assumer votre incapacité à le faire, pour essayer d'éviter que ça se passe. Voilà. Mais vous pouvez difficilement ça, parce qu'à ce moment-là, il y a le fait de c'est ce qu'on appelle être un traître. Ouais, et ça serait invoqué contre un journaliste qui le ferait. Oui, mais le journaliste n'a jamais à avoir la vision d'ensemble. Vous savez, il trouve une information qui est véritable et il la publie, c'est son rôle à lui. Et c'est à vous, en tant que politique, ensuite, de recadrer cette information dans l'ensemble et de réussir à orienter l'opinion publique dans telle direction ou telle autre. Un point sur les questions de désinformation. Moi, je me souviens, je travaillais pour le procureur de la Cour pénale internationale à cette époque, au moment de la guerre en Libye. Les services de renseignement français avaient réussi à lui faire dire, et vraiment, je me souviens, et à lui faire croire qu'il y avait des camions de Viagra qui étaient en train de s'orienter vers le siège de Benghazi pour alimenter une campagne de masse. Et la parole du procureur... De viol de masse de la part des troupes de Kadhafi. Contre les rebelles. Et la parole du procureur de la Cour pénale internationale, qui à ce moment-là, dans les médias, affirme que c'est en train d'arriver, en étant intoxiqué par un service de renseignement, a un rôle autorisant. Et ça montre à quel point... Je voulais juste dire ça pour dire qu'à très haut niveau... En fait, cette intoxication peut intervenir et la naïveté peut exister au sein, y compris de responsables qui sont chevronnés, etc. Et dans le même sens, moi, quand j'étais au Centrafrique pendant la guerre civile, il y avait cette personne qui travaillait comme conseiller en communication de Jotodia, donc qui est le président de l'époque, qui essayait de me faire sortir des scoops, mais que je n'avais pas la capacité de traiter, notamment sur des charniers qui auraient existé, etc. Et je les voyais sortir 2 ou 3 jours plus tard, toujours chez France 2, France 3, ou sur d'autres télévisions qui étaient sur place, sans plus de vérification. Et ça a alimenté pendant toute cette période une rhétorique du génocide potentiel autour de la guerre au Centrafrique qui a justifié notre intervention, alors que notre intervention, c'est un débat, est-ce qu'elle était justifiée ou pas, mais en tout cas, il n'y avait certainement pas de risque de génocide à ce moment-là. Et cette manipulation remontait tout en haut du fait de l'absence de rigueur cette fois. Des journalistes qui juste étaient tellement satisfaits d'avoir le scoop qu'ils balançaient, qui se faisaient en fait les purs relais d'appareils de pouvoir. Et ça, je trouve que c'est une constante aujourd'hui dans l'espace informationnel français. C'est le risque d'ailleurs dans les zones de guerre ou de conflit, c'est un des risques majeurs, effectivement. Et l'absence de synthétisation, là pour le coup on en revient à cette notion d'analyse, c'est-à-dire il y a peut-être moins de journalistes analystes qu'il devrait y en avoir. Des personnes à un moment à chaque fois de mettre en perspective l'information, et comme un mauvais espion ou agent de la DGSE qui recevrait une information et qui prendrait seulement le petit bout de la lorgnette parce que c'est le plus spectaculaire pour le faire remonter, ce qui peut biaiser le regard du politique. Un mauvais journaliste qui aujourd'hui révèle un scoop mais qui ne va donner qu'une vérité partielle sur l'ensemble d'une situation va contribuer à une mauvaise interprétation de celle-ci par l'opinion et par le politique. Oui, mais ça c'est certain. Oui, Alain Juillet. La loi sur le secret des affaires qui a été adoptée en juillet dernier permet... elle a été adoptée après avoir fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu beaucoup de polémiques. Certains journalistes y voyant un bon moyen pour les entreprises d'empêcher qu'on enquête sur elles, exactement comme l'État se sert du secret défense pour empêcher d'enquêter sur un certain nombre de ses agissements. Vous êtes très sensible à ces questions, le renseignement économique, évidemment. Ça nous intéresse. Voilà. On avait commencé déjà à mettre un décret sur le contrôle des investissements étrangers en 2005. Donc, si vous voulez, c'est un problème qu'on connaît depuis longtemps et effectivement qui aboutit à une loi. Je crois qu'il faut la loi. Je pense que les journalistes ont pris le mauvais côté de cette loi. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des dérives, mais je pense qu'ils n'ont pas vu l'autre côté qui était vraiment majeur. C'est que face à des attaques avec tous les moyens possibles, et on les évoquait tout à l'heure. De l'intelligence, du renseignement économique. Oui, du renseignement économique, mis en place par des entreprises, de grosses entreprises, et avec en plus l'aide des États derrière. Il faut qu'on puisse se défendre, et il faut pour ça vraiment qu'on puisse contrôler complètement la situation.
Or, c'est certain qu'il y a donc des choses qu'il faut absolument protéger ou bloquer. Parce que sinon, on va se retrouver avec des informations qui vont être exploitées contre la société qui est attaquée, la société française attaquée. On va avoir des informations qui vont être utilisées par ceux d'en face. Hein. Donc, en définitive, si on ne fait pas attention, on fournit aux gens d'en face des moyens qui vont leur permettre de déstabiliser l'entreprise. Alors, vous me direz, ça paraît comme ça un peu fumeux, surtout pour les auditeurs, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de fonds, par exemple, de fonds d'investissement, qui ne reculent absolument devant rien, qui sont prêts à tout faire pour mettre la main sur une entreprise dans des conditions dans lesquelles la légalité est souvent mise en brèche. Et dans ces cas-là, il faut qu'on arrive à pouvoir se défendre. Or, c'est vrai qu'on ne pouvait pas, jusqu'à maintenant, protéger les entreprises françaises. En Angleterre, par exemple, en Angleterre, vous ne pouvez pas, si un bilan d'entreprise, c'est considéré comme secret. Bon, donc, si vous voulez racheter une entreprise en Angleterre, vous n'avez pas les bilans de la société, donc tous ces comptes financiers. En France, ils sont publiés sur Infogreffe. Donc, en France, on a un désavantage concurrentiel dans ce domaine par rapport aux Anglais ou aux Américains. Bon, alors, c'est la loi française. Moi, je ne vais pas vous dire que c'est mal. C'est la loi française, elle est comme ça. Mais essayons de ne pas aller plus loin. Essayons de ne pas encore en rajouter pour faciliter la vie des autres. Moi, je serais au contraire très favorable aux guerres informationnelles en général, parce qu'à nouveau, je trouve que ça ajuste le comportement des pouvoirs et ça amène vers plus de justice à terme, quoi qu'il arrive. Donc au contraire, je serais pour une lutte pour qu'à l'échelle européenne, par exemple, cette transparence s'applique à l'ensemble des pays en question, plutôt que de restreindre les libertés à ce sujet. Et sur la question des journalistes, moi, je suis beaucoup moins, et je suis complètement contre le fait que le travail des journalistes par ricochet, notamment sur la loi des affaires, puisse être menacé s'ils venaient à publier des informations qui seraient nuisibles aux intérêts de telle ou telle entreprise. Risque pas grand-chose. Bah, oui, mais l'intimidation potentielle en soi peut, par exemple, au Royaume-Uni, les dispositifs qui censément ne s'appliquaient pas aux journalistes ont produit des super injonctions, notamment contre Wikileaks, qui interdisaient les journalistes de parler des révélations faites par Wikileaks parce qu'elles atteignaient aux intérêts d'une entreprise privée. Et je parle en 2008-2009. Donc les risques de dérive sont toujours existants. Mais pour moi, les risques de cette guerre informationnelle, et là où il faudrait se concentrer, c'est pas contre les journalistes. C'est par exemple quand Tom Enders chez Airbus accepte de donner à un cabinet d'avocats américain, états-unien, dont le siège est à Washington, si je me souviens bien, l'accès à l'ensemble des données d'Airbus dans le cadre d'une enquête de compliance qui a été quelque part montée de toutes pièces. Là, il y a un vrai scandale, voire une trahison, en fait. Là, c'est plutôt dans la protection, notamment des entreprises, par rapport aux offensives judiciaires qui sont menées outre-Atlantique. C'est plutôt à ce niveau-là que sur le travail journalistique en tant que mais tel. attendez, le secret des affaires, enfin la loi sur le secret des affaires, c'est vise justement des cas comme cela. C'est-à-dire comme par exemple, dans une procédure extraterritoriale, comme vous évoquez avec l'affaire Airbus, dont les Américains, on le sait, se sont fait fait friands, bien sûr. On sait très bien que tout ça a été monté, manipulé, et que ça se terminera par une énorme amende payée par Airbus pour la déstabiliser au moment où Boeing est en difficulté. Après qu'ils aient eu accès à toutes les données de l'entreprise, c'est quand même incroyable. Là-dessus, on le sait depuis le début. Hein. Donc c'est vrai. Mais si vous voulez, ce qu'il faut dans une affaire, il faut aussi protéger les entreprises contre elles-mêmes. Parce que vous avez des entreprises qui n'ont pas conscience de ce qui se passe. Hein. Quand vous regardez l'affaire Alstom, par exemple, eux, ils avaient compris ce qui se passait. Mais au départ, quand vous voyez qu'ils avaient un avocat qui est arrêté, qui est mis en prison, on dit, vous ne savez pas grand-chose sur ce qui se passe. Hein, vous dites, mais pourquoi il est mis en prison? Alors on vous dit, c'est pour la corruption. Et puis après, vous découvrez, parce que c'est lui qui vous le dit, c'est que le juge d'instruction américain, il vous sort 7 papiers en disant, voilà toutes les écoutes, merci la NSA, on a fait sur vous depuis 3 ans et on sait tout ce que vous avez envoyé comme mail et tout. Est-ce que là, c'est la responsabilité de l'entreprise ou est-ce que c'est l'État qui n'a pas assez défendu je pense que l'entreprise doit apprendre à se défendre, si vous voulez. Et doit vraiment se défendre. Mais souvent, l'entreprise est incapable de se défendre, si elle a compris et qu'elle veut le faire, parce que l'État ne l'appuie pas derrière. En tout cas, chez nous. La France a une fâcheuse tendance à ne pas défendre ses entreprises, il faut bien le dire. Hein, alors que dans d'autres pays, vous n'amusez pas à ça. Hein. Ouais, dans l'affaire Alstom, qui est un scandale absolu, et je pense que quelqu'un comme M. Cron, j'espère, rendra des comptes un jour dedans, parce qu'il y a vraiment, c'est atteindre aux intérêts français vraiment de façon extrêmement violente dans une affaire en fait de corruption généralisée, parce qu'on voit à tous les étages les compromissions qui ont autorisé
à la fin l'inaction politique pour laisser cette entreprise être pillée, d'ailleurs pour un résultat, y compris pour les États-Unis, qui aujourd'hui est assez négatif. Qui est très mauvais en plus. Mauvais pour les États-Unis en plus. On voit bien, Juan Branco, que vous pensez qu'il y a trop de secrets et que moins il y a de secrets, finalement, plus... Oui, que cette guerre informationnelle amène on bénéficie de plus en plus de transparence. C'est un bénéfice. À terme, sur le long terme, même si sur le coup de... Vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord. Moi, si vous voulez, parce que je suis, ayant beaucoup travaillé sur les livres d'histoire et de philosophie, je me suis aperçu, moi, que chaque fois qu'on arrivait à la transparence absolue, ça se terminait en dictature. Donc, comme je suis profondément démocrate, ça me fait peur. Je n'ai pas envie de voir mon pays ou d'autres basculer dans la dictature par un excès de transparence. Donc, mon problème, moi, c'est de dire quel est le niveau de transparence acceptable. Alors, c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord sur la limite. Je suis bien d'accord qu'il faut de la transparence, parce que je pense que s'il n'y a pas de transparence, on tombe là aussi dans la dictature. Mais vous dites même plus, vous dites que de toute façon, la transparence adviendra, parce qu'on ne sait plus garder les secrets. Oui, exactement. Donc, la transparence, elle arrive. Le problème, c'est de définir le niveau de transparence, je dirais, instantané. Requis. Voilà, c'est toute la difficulté. Et c'est pour ça que quand je dis qu'il faut revoir le concept du secret défense actuel, enfin du confidentiel défense, secret défense, enfin, toutes les règles de secret, c'est parce qu'on est dans un système qui a changé, dans lequel l'information circule énormément et dans tous les sens, et c'est très bien, d'une certaine manière, mais jusqu'à quel niveau? Toute la difficulté, c'est de dire à quel niveau. Alors, M. Branco dit non, il faut tout ouvert, et de son point de vue, je le comprends. Moi, je pense que je serais à votre place, je dirais probablement pareil. Mais moi, de mon côté, je dis non, il faut fixer une limite qui ne soit pas trop restrictive, parce que sinon, ça fausse effectivement tout. Je pense qu'il faut, si vous laissez le coup des lanceurs d'alerte, moi, le coup des lanceurs d'alerte, je suis bien entendu pour les lanceurs d'alerte. Quand quelqu'un d'honnête dit c'est un scandale, ce qui se passe chez nous ou ce qui se passe ailleurs, il faut le révéler, je dis bravo. Oui, je suis de ce côté-là, je vais avec vous. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est dans les lanceurs d'alerte, il y en a 30% qui règlent les comptes avec quelqu'un de leur entreprise qui les a dérangés, n'a pas voulu céder à leurs avances, leur a fait du mal, les ont pas nommés à tel poste, et 30% carrément se sont fait acheter par des concurrents d'en face. Alors ça me gêne beaucoup. Moi, c'est ceux-là qui me gênent, c'est pas les braves gens, honnêtes, et qui méritent qu'on les aide, par contre, parce qu'il faut les aider, qui font du vrai lancement d'alerte. Et c'est ça la différence. Dernier mot, Juan Branco. Comment faire la différence? Ma façon d'envisager les choses, c'est justement de jamais être dans un absolu. Est-ce qu'il faut une transparence absolue ou pas? Nous, avec Julian Assange, on a considéré qu'on faisait partie d'une guerre informationnelle, qui visait à renverser l'obligation de transparence qui est actuellement en place pour les populations, par des États qui, eux, créent un secret de plus en plus important, les États, mais aussi leurs extensions plus ou moins directes, par exemple les réseaux sociaux et les grandes entreprises qui réussissent à préserver un excès de secret dans leur gestion de l'information et ainsi de suite. Donc, c'est une question de rapport de force. Et nous, on a décidé de se mettre du côté de la société au sens large du terme, de façon à pousser les États à plus de transparence pour protéger plus l'intimité des populations. Est-ce que ça veut dire qu'il faut renverser complètement? Ce n'est pas notre but. Nous, évidemment, on pousse au maximum dans notre sens, parce que le rapport de force est déjà suffisamment déséquilibré pour qu'en plus on commence déjà à faire des concessions par nous-mêmes. Et on trouve qu'aujourd'hui les médias sont trop timorés dans ce rapport justement de force, et ils sont encore, et on l'a vu d'ailleurs par leur désolidarisation, notamment par rapport à Julian Assange, qui à mon avis est assez révélatrice du niveau de compromission qu'ils ont par rapport à leurs sources et notamment aux appareils de pouvoir. Vous êtes d'accord avec ça, Alain Juillet? Oui, les médias sont pas trop dangereux pour ceux qui veulent préserver des secrets? Non, mais je suis tout à fait d'accord sur le point, sur ce qui a été mentionné, sur le fait qu'il faut effectivement que les médias assument. Et donc ne fassent pas eux la censure, parce que moi je considère qu'un certain nombre de médias font de la censure par rapport à leurs propres journalistes ou par rapport à des thèmes, parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent. Bon, alors, ce qui fait que quand vous lisez des journaux, si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe, lisez 3 ou 4 journaux différents, là vous allez avoir une idée réelle, on est bien d'accord. Et si en plus vous croisez des journaux internationaux avec des journaux français, c'est encore mieux. Donc c'est tout le problème, si vous voulez, parce que sinon, on se fait effectivement manipuler. Là, je suis tout à fait d'accord. Donc le problème, c'est comment éviter de se faire manipuler, d'un côté, mais d'un autre côté aussi, attention à l'excès de transparence, parce que c'est dangereux aussi. On ne peut pas aller trop loin. Je crois qu'on ne peut pas aller, à mon avis, on ne peut pas aller trop loin. Il faut être prudent. Merci tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.